Ils ne t'attaquant pas de front. Ils te séduisent, te flattent, t'épuisent, t'enchaînent, en prétendant t'aimer. Mais derrière leur sourire se cachent des tactiques, des failles, des plans. Car le manipulateur ne se sert pas de la force. Il se sert de ton cœur, de ta honte, de ton besoin d'être accepté. Alors aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à discuter avec eux, ni à les comprendre. Je vais t'apprendre à les écraser, psychologiquement, stratégiquement, silencieusement. Tu verras les pièges qu'ils tissent, les failles qu'ils exploitent, et les clés pour les neutraliser, une à une. Reste jusqu'à la fin, car ce que je te révélerai n'est pas juste une vérité, c'est une arme. Et si tu oses l'utiliser, ils ne te contrôleront plus jamais. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo, et écris en commentaire « Je refuse d'être le jouet de leur stratégie ». Le vrai pouvoir commence là où tu arrêtes de te justifier. Depuis les premiers empires, le pouvoir ne s'est jamais limité à la force brute. Les plus grands rois, prêtres et traîtres ont compris qu'il était plus efficace de manipuler les âmes que de dominer les corps. Machiavel l'a écrit, mais bien avant lui, Sun Tzu, Sénèque ou même les maîtres spirituels savaient « Celui qui influence la pensée d'un homme contrôle ses choix sans jamais lever la main ». Pourtant, notre époque a effacé cette sagesse. On a remplacé la lucidité par la naïveté, la prudence par l'émotion. Le mot manipulation est devenu tabou, alors qu'il est omniprésent. Celui qui refuse d'en parler est condamné à la subir. Il faut relire les penseurs oubliés, regarder les pièges modernes avec des yeux anciens. Car aujourd'hui, l'ennemi n'est plus extérieur. Il murmure, il sourit, il t'écoute. Et pendant que tu doutes, il avance ses pions. Tu crois que tu décides librement. Tu crois que ton cœur t'appartient. Mais ce que tu appelles émotions sont souvent des chaînes invisibles forgées par d'autres. Dans cette première descente, je vais t'exposer 7 tactiques de domination émotionnelle. Tu verras comment ils entrent en toi, sans bruit, et finissent par t'éteindre, sans jamais te toucher. La première tactique de domination émotionnelle consiste à activer ta culpabilité pour t'empêcher de fuir. Le manipulateur ne cherche pas à t'effrayer. Il cherche à te rendre responsable de sa douleur. Dès que tu songes à t'éloigner, il évoque tout ce qu'il a fait pour toi, les sacrifices, les efforts, les silences. Il construit un récit où tu deviens le méchant, l'égoïste, l'ingrat. Et sans violence, sans cri, il te fait plier sous le poids d'une dette émotionnelle invisible. Tu commences à douter de toi, à te demander si tu n'es pas réellement dur, froid, insensible. Il inverse les rôles. Tu étais la victime, tu deviens le bourreau. Cette culpabilité n'est pas naturelle, elle est fabriquée. C'est une ficelle très ancienne, utilisée par les figures d'autorité, les parents, les mentors toxiques. Ils t'apprennent qu'aimer, c'est s'oublier, que penser à soi, c'est trahir. Alors tu restes, tu t'excuses, tu te justifies. Et tu oublies que fuir un environnement destructeur n'est pas un crime, c'est un instinct de survie. Plus tu restes, plus tu t'enfonces. Et plus tu t'enfonces, plus le manipulateur devient indispensable à ta propre rédemption. Il te donne des miettes de pardon, il t'offre des moments d'apaisement, mais uniquement quand tu redeviens docile. Ce n'est pas de l'amour, c'est un dressage. Une culpabilité authentique devrait venir de ton esprit, de ta conscience, pas des accusations d'un autre. Mais quand tu es piégé, tu ne le vois plus. Alors souviens-toi, si tu ressens toujours le besoin de t'expliquer, de réparer, de prouver ta loyauté à quelqu'un qui te fait douter de toi, tu n'es pas en lien. Tu es en captivité. Et cette culpabilité-là, tu dois l'extirper comme un poison. Ne la transforme pas en boussole. Elle n'est qu'un appât jeté dans les eaux de ton cœur pour que tu reviennes encore et encore, jusqu'à t'effondrer. La deuxième tactique de domination émotionnelle consiste à feindre la vulnérabilité pour te désarmer. Le manipulateur ne se présente pas comme un bourreau, il se présente comme une victime. Il arrive dans ta vie avec des cicatrices, des larmes, des récits de trahison. Il te confie ses blessures pour mieux infiltrer ton empathie. Il t'observe, identifie ta sensibilité, ta tendresse, ton besoin d'aider, et il s'en sert comme levier. Dès que tu veux poser une limite, il s'effondre. Il ne te menace pas, il pleure. Il ne te domine pas, il te supplie. Et dans ton esprit, une confusion s'installe.
Comment puis-je fuir quelqu'un qui souffre? Comment poser une frontière sans avoir l'air cruel? Alors tu restes, tu pardonnes, tu excuses. Mais ce que tu crois être une connexion est en réalité une soumission, car cette vulnérabilité-là est stratégique. Elle n'est pas le fruit d'un cœur sincère. Elle est l'arme la plus sophistiquée du prédateur qui ne veut pas être perçu comme tel. Le manipulateur joue à être petit pour ne jamais être accusé d'oppression. Il renverse la balance morale. Celui qui dit non devient inhumain. Et plus il souffre devant toi, plus tu t'interdis de penser à toi-même. Tu ne vois pas qu'il sculpte ton identité à partir de son malheur. Tu n'es plus libre, tu es devenu l'infirmier de son chaos. Mais une blessure sincère ne manipule pas. Une personne réellement vulnérable accepte qu'on lui dise non. Elle n'en fait pas un drame. Elle n'utilise pas sa douleur pour te maintenir captif. Celui qui te raconte son passé pour gagner ton futur est déjà en train de te programmer. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu aides par amour ou par peur de le laisser s'effondrer? Si tu choisis la deuxième option, tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une prison maquillée en compassion, et tu dois en sortir. La troisième tactique de domination émotionnelle consiste à créer une dette affective permanente. Dès le départ, le manipulateur te donne. Il t'offre du temps, des cadeaux, de l'attention. Il te valorise, t'écoute, te place au centre. Et tu crois avoir trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque geste est un investissement. Une promesse d'intérêt, en apparence gratuite, mais dont la facture arrivera. Un jour, il te demandera quelque chose. Ce ne sera pas une faveur. Ce sera une obligation morale, un « tu me dois bien ça ». Et tu te sentiras pris. Parce qu'il a été là quand personne d'autre ne l'était. Parce qu'il t'a donné sans rien demander, du moins, c'est ce que tu croyais. Et si tu refuses, il se retirera, il se taira, il te fera sentir égoïste, ingrat. Le piège se referme non pas par la violence, mais par le devoir. C'est là toute la subtilité. Il ne t'enchaîne pas, il te fait croire que c'est toi qui es injuste. Et dans ton besoin d'équilibre, tu cèdes. Mais l'équilibre ne peut exister que si l'autre n'attend rien. Donner n'est noble que quand il n'est pas conditionné. Celui qui offre pour exiger n'aime pas, il marchande. Et le manipulateur est un marchand de dettes émotionnelles. Il te fait croire qu'il a tout misé sur toi pour que tu te sentes responsable de sa paix. Il place son bonheur dans tes mains, puis t'accuse quand il tombe. Tu n'es plus aimé, tu es endetté. Alors demande-toi, as-tu accepté cette relation ou as-tu payé une facture déguisée? Si tu restes pour rembourser, tu es déjà sous contrôle. Et ce contrôle est l'arme de ceux qui veulent ton âme, mais jamais ta liberté. La quatrième tactique de domination émotionnelle consiste à altérer ta perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Le manipulateur ne t'attaque pas frontalement. Il sème subtilement le doute sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Il nie l'évidence. Il minimise ses fautes. Il retourne les faits. Tu l'as vu mentir, mais il t'assure que tu te fais des idées. Tu l'as entendu t'humilier, mais il dit que tu es trop sensible. Tu ressens une blessure, il te dit que tu dramatises. Petit à petit, tu doutes de toi, et quand tu ne sais plus distinguer le vrai du faux, il devient ta seule référence. C'est ça, le piège ultime. Faire de toi quelqu'un qui ne se fie plus à ses propres antennes. Il te coupe de ta boussole intérieure, et dans ce vide, il impose la sienne. Tu ne sais plus ce que tu ressens, alors tu lui demandes. Tu ne sais plus ce qui est juste, alors tu acceptes sa version. Cette technique est dévastatrice, car elle crée une fracture entre toi et ton instinct. Tu as mal, mais tu culpabilises d'avoir mal. Tu protestes, mais tu t'excuses après. Et chaque jour, il remodèle ta réalité à son avantage. Tu deviens l'ombre de toi-même. Le silence remplace ta voix, l'hésitation remplace ta certitude. Et lui, il règne. Alors souviens-toi, quand quelqu'un te fait douter de ce que tu vois, ce n'est pas une discussion, c'est une intrusion. Quand quelqu'un te fait croire que ta douleur est une invention, ce n'est pas de l'amour, c'est une arme. Et cette arme, tu dois la désarmer en retrouvant ton propre regard. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu observes mérite d'être nommé. Ce que tu vis doit être cru. Et si quelqu'un cherche à te voler cette clarté,
Il veut plus que ton amour. Il veut ta conscience. La 5e tactique de domination émotionnelle consiste à doser le manque et la présence pour créer une dépendance. Le manipulateur alterne entre chaleur et froideur, présence intense et disparition soudaine. Il te donne, puis t'enlève. Il t'élève, puis t'ignore. Tu ne comprends pas, mais tu espères. Tu te dis qu'il a eu une mauvaise journée, qu'il est fatigué, qu'il reviendra. Et c'est là que la dépendance commence. Ton esprit entre dans un cycle. Tu cherches à retrouver la version lumineuse de lui, celle qui t'a charmé. Tu acceptes tout pour que le bon moment revienne. Tu interprètes, tu t'adaptes, tu changes. Mais tu ne réalises pas que ce chaos est voulu. C'est une stratégie. L'instabilité te lie plus que la constance. Car ce que tu reçois est rare, donc précieux. Tu es prêt à tout pour le retrouver. Et lui, il le sait. Il devient le seul capable d'apaiser l'angoisse qu'il a lui-même créée. C'est une boucle. Il t'affame pour que tu mendis, puis il t'offre juste assez pour que tu survives. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction. Et tu n'es plus libre, tu es conditionné. Comme un animal dressé à réagir à la clochette de la présence. Mais tu dois voir la mécanique. Quand une relation te fait sentir vide en son absence et soulagé en sa présence, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve d'enfermement. Tu ne vis plus. Tu attends. Et celui qui te fait attendre t'éduque à sa convenance. Alors arrête de croire que c'est passager. Ce n'est pas une crise. C'est une méthode. Et cette méthode a un but. T'attacher à la souffrance pour que tu la confondes avec le lien. Mais un lien n'épuise pas. Il construit. Il élève. Il nourrit. Si tu dois supplier pour qu'on te regarde, alors il est temps de fermer les yeux et de te réveiller. La 6e tactique de domination émotionnelle consiste à t'isoler subtilement pour devenir ton seul repère. Le manipulateur ne t'interdit pas de voir les autres. Il ne dit jamais « ne parle plus à tes amis » ou « coupe-toi de ta famille ». Ce serait trop visible, trop brutal. À la place, il insinue. Il sème des doutes, des soupçons, des petites critiques anodines. Il te dit que certains ne te comprennent pas, que d'autres sont jaloux ou que ta famille est trop présente. Il souligne les moments où ils t'ont blessé, les incohérences dans leurs conseils, les maladresses dans leurs mots. Et peu à peu, sans que tu ne le réalises, tu te replies. Tu partages moins, tu consultes moins. Tu choisis de garder pour toi, pas par peur, mais par loyauté. Et dans ce vide qu'il a orchestré, il devient ton seul miroir, ton seul juge, ton seul refuge. Tout passe par lui, tes émotions, tes décisions, tes doutes. Et plus tu dépends de son regard, plus il resserre son emprise. Car tu n'as plus de point de comparaison. Tu ne sais même plus si ce que tu ressens est juste. Tu n'as personne pour t'alerter, personne pour te tendre la main. Il t'a isolé, sans jamais t'enfermer. C'est ça, son génie. Il a coupé tes racines, sans te forcer. Il t'a simplement amené à croire que c'était ton choix. Et ce choix-là est une illusion. Quand quelqu'un devient ton seul monde, il devient aussi ton seul maître. Et s'il te contrôle, ce n'est pas parce qu'il est plus fort. C'est parce que tu n'as plus d'autre horizon. Alors, reprends contact. Avec toi-même d'abord. Avec ceux qui t'aimaient avant lui, ensuite. Écoute les voix que tu avais fait taire. Car parfois, le silence dans lequel tu vis n'est pas de la paix. C'est une cellule construite avec des mots doux. Et celui qui t'y garde est peut-être celui que tu appelles encore ton refuge. La 7e tactique de domination émotionnelle consiste à t'amener à douter de ta propre valeur pour que tu acceptes l'inacceptable. Le manipulateur ne commence jamais par t'attaquer. Il commence par t'admirer. Il te donne l'illusion d'être spécial, unique, irremplaçable. Et puis un jour, le regard change. Il devient plus distant, plus exigeant, plus froid. Il commence à souligner ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais pu mieux faire, ce qu'il attendait de toi. Ce ne sont jamais des reproches directs, mais des allusions, des comparaisons, des silences qui blessent. Tu sens que tu perds quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Alors tu t'ajustes, tu fais des efforts, tu changes ta manière de parler, de penser, de vivre. Tu veux mériter à nouveau cette validation initiale, et c'est là que tu tombes, car il ne te jugera jamais assez bon. Et plus tu t'éloignes de toi, plus il renforce son pouvoir. Il te pousse à croire que tu n'es pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez stable, pas assez loyal.
Il détruit lentement ton estime de toi pour que tu n'aies plus la force de partir. Il veut que tu doutes de ta valeur, car un esprit qui doute devient manipulable. Tu acceptes alors les remarques humiliantes, les absences non justifiées, les critiques voilées. Tu les acceptes parce que tu penses les mériter. Mais cette pensée est une infection. Une fois en toi, elle contamine tout. Tu t'excuses d'exister, tu remercies pour le minimum. Tu restes là où tu devrais fuir. Et tout ça, parce qu'un jour, quelqu'un t'a fait croire que tu n'étais pas digne de mieux. Sors de ce cercle. Retrouve cette voix intérieure qui te disait autrefois « Je suis suffisant tel que je suis ». Car celui qui te diminue pour mieux t'aimer n'aime pas. Il possède. Et si tu veux redevenir libre, tu dois d'abord retrouver ta propre mesure, avant qu'elle ne disparaisse complètement. Ce n'est pas seulement le manipulateur qui te piège, c'est ce que tu as appris à croire avant même de le rencontrer. Dans cette seconde descente, je vais te révéler 7 leçons toxiques héritées du passé. Ces programmations invisibles qui t'ont préparé à obéir, à douter, à t'effacer, bien avant que quiconque ne t'impose sa domination. La première leçon toxique héritée du passé est que se sacrifier pour les autres est une preuve d'amour. Depuis l'enfance, on t'a répété que penser à soi est égoïste, que le vrai amour se donne sans compter, sans condition, sans retour. Tu as vu ta mère s'oublier pour les siens, ton père se taire pour éviter le conflit, ton entourage valoriser le silence plutôt que l'affirmation. Et sans même t'en rendre compte, tu as intégré l'idée que ton bonheur pouvait attendre, que l'autre passait avant toi, que t'effacer, c'était aimer. Alors quand un manipulateur entre dans ta vie, il ne fait que jouer avec cette programmation. Il n'a pas besoin de te forcer, tu t'effaces tout seul. Tu confonds amour et renoncement. Tu crois que plus tu souffres, plus tu prouves ta fidélité. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une distorsion, une dérive émotionnelle que personne ne t'a aidé à corriger. Le manipulateur te félicite pour cette capacité à tout donner. Il l'appelle loyauté. Il l'appelle sensibilité. En réalité, il appelle ça une porte ouverte. Il sait que tant que tu crois que le sacrifice est noble, tu ne partiras jamais. Tu resteras, même blessé, même vidé, même brisé. Mais tu dois te réveiller. Aimer ne veut pas dire mourir à petit feu. Aimer, ce n'est pas se renier. L'amour sain inclut la préservation de soi. Si tu donnes tout sans poser de limites, tu ne nourris pas une relation. Tu nourris une dépendance. Et cette dépendance, le manipulateur la chérit. Alors revisite cette croyance. Demande-toi, qui t'a appris que ton propre bien-être était secondaire? Qui t'a convaincu que t'oublier était un acte de bonté? Et surtout, jusqu'à quand vas-tu continuer à croire que t'effacer est la meilleure preuve d'amour? Ce jour-là, ton éveil commencera. La deuxième leçon toxique héritée du passé est que l'amour se mérite. Tu as grandi dans un environnement où l'affection était conditionnelle. Un compliment n'arrivait qu'après un effort. Une étreinte n'était offerte qu'en échange d'un bon comportement. Tu as appris, souvent inconsciemment, que tu devais prouver ta valeur pour être digne d'être aimé. Et cette croyance a colonisé ton esprit. Tu ne cherches pas seulement à aimer, tu cherches à mériter. Alors quand tu entres dans une relation, tu travailles. Tu fais des efforts démesurés. Tu anticipes les besoins de l'autre. Tu te plies, tu changes, tu t'adaptes. Non pas par plaisir, mais par peur. Peur de ne pas être suffisant. Peur d'être rejeté. Peur que l'amour disparaisse si tu n'es pas parfait. Et le manipulateur le sent. Il te pousse juste assez pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Et quand il voit que tu es prêt à tout donner pour ne pas être abandonné, il sait qu'il a gagné. Il te fait croire que ton rôle est de réparer, de corriger, de prouver. Et toi, tu acceptes. Parce que tu crois que l'amour est une récompense, pas un droit. Mais cette idée est un poison. L'amour véritable n'a pas besoin d'être mérité. Il est. Il est stable, il est offert, il est libre. Si tu dois te transformer pour mériter l'amour, alors ce n'est pas de l'amour. C'est un contrat invisible, un marché affectif déguisé. Et celui qui te le propose n'est pas un partenaire. C'est un négociateur. Tu dois désapprendre cette leçon. Tu dois te rappeler que tu es aimable même quand tu n'excelles pas.
que tu mérites l'amour même dans tes fragilités. Car si tu ne guéris pas cette croyance, tu attireras toujours ceux qui te feront mendier ce qui aurait dû être naturel. L'amour n'est pas une prime, c'est un don. Et tu n'as rien à prouver pour le recevoir. La troisième leçon toxique héritée du passé est que pardonner signifie tout accepter. On t'a enseigné que le pardon était la voie des forts, qu'il fallait toujours comprendre l'autre, excuser, tendre l'autre joue. Et dans cette leçon, il y avait une vérité noble, mais aussi une trahison subtile. Car tu n'as jamais appris à distinguer le pardon de la soumission. Tu n'as jamais appris que tu pouvais pardonner, sans rester. Tu as cru que pardonner voulait dire continuer, comme si de rien n'était. Tu as confondu la paix intérieure avec la tolérance à la douleur. Et le manipulateur, lui, connaît parfaitement cette faille. Il sait que tu veux être quelqu'un de bien. Il sait que tu aspires à la paix. Alors il te blesse, puis te demande de comprendre. Il te détruit, puis joue la victime. Et toi, animé par cette image idéalisée du pardon, tu t'écrases. Tu renonces à tes limites pour ne pas être dur. Tu continues à tendre la main, même quand l'autre tient un couteau. Mais le pardon n'efface pas la lucidité. Il n'abolit pas la mémoire. Il est un acte intérieur, pas une permission accordée à l'autre de recommencer. Celui qui te fait croire que pardonner, c'est rester sous son emprise, ne cherche pas la paix. Il cherche l'impunité. Tu dois redéfinir ce mot. Pardonner, c'est se libérer soi-même, pas libérer l'autre de ses responsabilités. Si tu continues à tout accepter sous prétexte que tu es spirituel, tu seras détruit. Il n'y a rien de noble à se laisser piétiner. Et celui qui t'enseigne que l'amour pardonne tout, oublie de préciser que l'amour véritable ne fait pas souffrir en premier lieu. Alors, ose faire la distinction. Ose dire « Je pardonne, mais je pars. Je comprends, mais je protège mon âme. » Car le pardon n'est pas un collier autour de ton cou. Il est une clé. Et tu dois choisir dans quelle direction tu tournes cette clé. Vers ta libération ou vers ta destruction. La quatrième leçon toxique héritée du passé est que souffrir est une preuve de maturité. On t'a répété que la vie était dure, que grandir faisait mal, que l'amour demandait des sacrifices. Tu as vu des adultes tenir bon dans des situations injustes, silencieux, résignés, dignes. Tu as cru qu'endurer était une forme de sagesse. Alors quand quelqu'un te blesse, tu ne fuis pas, tu rationalises. Tu te dis que c'est normal, que ça fait partie du chemin. Tu intègres la douleur comme une étape. Et tu restes. Tu attends que ça passe. Tu te dis que l'autre finira par comprendre, par changer. Tu penses que ta capacité à endurer prouve ta force. Mais cette force, si elle t'empêche de réagir, devient une faiblesse. Car le manipulateur adore ceux qui ont appris à supporter. Il teste tes limites. Il observe jusqu'où il peut aller. Et tant que tu encaisses, il continue. Car tu lui montres, sans t'en rendre compte, que tu es programmable, que tu as appris à justifier l'injustifiable. Et il en profite. Il fait de ta maturité une prison dorée. Mais tu dois comprendre ceci. La souffrance n'est pas toujours un rite de passage. Elle est parfois une alarme. Et ignorer cette alarme ne te rend pas plus adulte. Elle te rend vulnérable. La maturité, ce n'est pas de tout accepter. C'est de savoir quand dire stop. C'est de comprendre que certaines douleurs ne purifient pas. Elles brisent, et qu'il n'y a aucune gloire à rester là où ton âme se meurt. Ce que tu dois apprendre, c'est que la souffrance ne prouve rien. Elle signale, elle t'alerte, elle t'invite à choisir autre chose. Et ce choix-là, c'est le vrai passage vers la maturité. Celui où tu n'as plus besoin de souffrir pour te sentir profond. La cinquième leçon toxique héritée du passé est que ta valeur dépend du regard des autres. Depuis tout petit, tu as appris à te définir à travers les yeux extérieurs. On t'a félicité quand tu étais sage. On t'a aimé quand tu réussissais. On t'a valorisé quand tu étais utile. Ton existence a été conditionnée à la validation. Tu as construit ton identité non pas à partir de ce que tu ressens, mais à partir de ce que les autres projettent sur toi. Et cette dépendance affective au regard s'est infiltrée dans toutes tes relations. Tu veux plaire. Tu veux qu'on t'aime. Tu veux qu'on t'approuve. Et le manipulateur le perçoit dès le premier échange.
Il devient ton miroir. Il t'élève quand tu fais ce qu'il attend. Il te rejette quand tu t'affirmes. Il joue avec ton besoin d'être vu pour mieux te contrôler. Et toi, tu ajustes ta posture. Tu changes de ton. Tu retiens tes vérités. Pas pour préserver le lien, mais pour ne pas déplaire. Tu te trahis pour éviter le rejet. Tu t'abandonnes pour garder l'illusion de l'amour. Mais cette illusion t'écorche de l'intérieur. Car plus tu cherches à correspondre, plus tu t'éloignes de toi-même. Et un jour, tu ne sais même plus qui tu es. Tu es devenu ce qu'on attend, pas ce que tu choisis. Il est temps de détruire cette croyance. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour exister. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour te respecter. Ce que tu es ne se mesure pas au silence des autres, ni à leurs caresses. Tu es digne, même quand personne ne le dit. Et plus tu t'ancreras dans cette vérité, plus tu deviendras inatteignable. Car celui qui n'a pas peur de perdre l'amour des autres est celui qu'on ne peut plus manipuler. La 6e leçon toxique héritée du passé est que ton silence protège la paix. On t'a appris à ne pas faire de vagues, à ne pas déranger, à ravaler ta colère, à étouffer ton ressenti, à rester calme même quand tout hurle en toi. Dans ton enfance, exprimer une émotion forte équivalait à briser l'équilibre fragile de la maison. Alors tu as appris à te taire, à négocier avec toi-même, à transformer la douleur en compréhension, la colère en empathie, la peur en excuse. Et cette habitude est devenue un réflexe. Tu crois que garder le silence est un acte de sagesse, un geste de paix. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est une stratégie de survie que tu n'as jamais remise en question. Le manipulateur l'adore. Car plus tu te tais, plus il avance. Il te teste, te pique, te provoque. Et si tu ne réagis pas, il comprend que tu es programmable. Il sait que tu préfères préserver l'illusion d'un lien plutôt que d'oser l'affrontement. Mais ce silence ne protège rien. Il enterre tout. Il te ronge de l'intérieur. Il te fait douter de ta propre légitimité. Tu crois éviter le conflit, mais en réalité, tu acceptes l'effacement. La paix véritable n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence de vérité. Si tu dois te taire pour maintenir un lien, alors ce lien est une prison. Tu ne peux pas grandir là où tu n'as pas le droit de parler. Il faut déconstruire cette idée que ton calme sauve le monde. Il ne le sauve pas. Il le livre à ceux qui parlent plus fort que toi. Alors, ose poser tes mots. Ose dire « ça me fait mal, je ne suis pas d'accord, je ne resterai pas silencieux ». Car parfois, briser le silence est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses poser. Et si tu en doutes encore, écris en commentaire. Je refuse que mon silence serve leur pouvoir, car le silence n'est pas toujours paix, il est parfois pacte. La 7e leçon toxique héritée du passé est que l'amour change les gens. Tu as été élevé avec l'idée que si tu aimes assez, si tu restes assez patient, si tu pardonnes encore, l'autre finira par s'adoucir, par s'éveiller, par devenir meilleur. On t'a montré des histoires où la tendresse sauve les égarés, où la bonté guérit les cœurs tordus. Tu as intégré cette vision romantique du salut par l'amour. Alors quand quelqu'un te blesse, tu persévères. Tu vois son potentiel. Tu te dis qu'avec le temps, ta présence, ton écoute, ta lumière, il changera. Mais tu oublies une chose fondamentale. L'amour ne transforme que celui qui veut être transformé. Et le manipulateur n'a aucune intention de changer. Il veut seulement que tu crois qu'il changera, pour que tu restes. Il te montre des éclairs de lucidité, des remords calculés, des promesses en l'air. Il te donne juste assez d'espoir pour que tu t'accroches. Et toi, tu deviens un bâtisseur de cathédrale sur un marécage. Tu investis ton cœur dans une illusion. Et chaque fois qu'il te trahit, tu repousses l'échéance. Tu te dis, il n'était pas prêt. Il a eu une enfance difficile. Il ne s'est pas aimé. Tu trouves des raisons pour justifier l'injustifiable. Mais la vérité, c'est que personne ne change s'il n'en a pas envie. Et encore moins si sa manière d'être lui donne du pouvoir. Le manipulateur ne changera pas parce que tu l'aimes. Il changera peut-être quand il perdra tout ce qu'il contrôle. L'amour n'est pas un outil de rédemption. Ce n'est pas une potion magique. C'est une offrande fragile, qui ne fleurit que dans un terreau de conscience. Si tu l'offres à quelqu'un qui piétine ton âme, ce n'est pas lui que tu sauves, c'est toi que tu condamnes. Apprends à voir la réalité.
Cesse de croire que ton amour suffit. Il faut 2 volontés pour bâtir, une seule pour détruire. Et si tu es seul à vouloir changer, alors tu n'es pas en couple, tu es en mission suicidaire. Comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Car chaque blessure que tu identifies doit être suivie d'un geste qui te libère. Dans cette dernière partie, je vais te transmettre 7 techniques de libération mentale. Des actions silencieuses, profondes, précises, pour que le pouvoir qu'ils ont sur toi s'effondre, sans bruit, sans cri, mais définitivement. La première technique de libération mentale consiste à réécrire ton histoire intérieure. Tant que tu continues à raconter ta vie avec les mots que le manipulateur t'a laissés, tu restes piégé dans sa version de toi. Tu dis que tu es difficile à aimer, que tu es trop intense, trop compliqué, pas assez ceci ou trop cela. Mais ces mots ne sont pas les tiens. Ils ont été implantés par des années de remarques subtiles, de silences accusateurs, de comparaisons humiliantes. Tu ne les as pas choisis, tu les as hérités. Et tant qu'ils gouvernent ta perception de toi-même, tu restes vulnérable. Alors tu dois faire un acte radical, te relire. Revenir sur les événements clés de ta vie, les blessures, les relations, et réécrire ce que tu y vois. Non plus à travers la honte ou la peur, mais avec ton regard éveillé. Ce n'est pas toi qui étais trop, c'est l'autre qui était incapable de te contenir. Ce n'est pas toi qui as échoué, c'est l'environnement qui t'a étouffé. Ce n'est pas toi le problème, c'est l'histoire qu'on t'a racontée. Reprends un carnet. Réécris chaque moment qui t'a défini. Transforme les humiliations en prise de conscience, les abandons en libération, les silences en révélation. C'est un processus lent, mais nécessaire. Tant que tu continues à te définir avec des phrases contaminées, tu seras manipulable. Mais dès que tu changes ton récit intérieur, tu changes de posture. Tu ne marches plus comme une victime en quête d'amour. Tu avances comme un être éveillé en quête de vérité. Et face à cette posture, le manipulateur perd ses armes. Il ne peut pas altérer une identité que tu as choisie en conscience. Alors commence aujourd'hui. Ta mémoire est un champ de bataille. Et ton stylo est ton arme. La deuxième technique de libération mentale consiste à rétablir des frontières silencieuses. Tu n'as pas besoin de crier, de justifier, ni de te battre pour te protéger. Ce que tu dois apprendre, c'est à poser des limites invisibles, mais infranchissables. Le manipulateur se nourrit de ton besoin d'expliquer. Il guette la faille dans ton discours. Il tourne tes mots contre toi. Alors tu dois changer de terrain. Ne plus débattre, ne plus t'excuser. Juste fermer l'accès. Ça commence par des silences. Tu ne réponds plus immédiatement. Tu ne dis pas où tu vas. Tu ne partages plus tout ce que tu ressens. Tu fais ce que tu dois faire, sans te justifier. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la reconstruction. Tu décentralises l'autre de ta vie, sans avoir besoin de le lui dire. Il sentira que quelque chose change, mais il n'aura plus de prise. Parce que tu ne lui offres plus la matière émotionnelle pour t'atteindre. Tu ne joues plus sur son terrain. Tu reprends le tien, et tu y plantes des murs invisibles. Tu peux même être présent, cordial, poli, mais tu n'es plus accessible émotionnellement. Tu es là, mais tu n'es plus là pour être utilisé. Et c'est ce basculement intérieur qui fait la différence. Il ne s'agit pas de bloquer ou de fuir à tout prix. Il s'agit de choisir ce qui entre dans ton espace mental. Et surtout, qui y entre. C'est une forme de souveraineté. Et elle se construit dans les détails. Ne pas répondre à toutes les attentes. Ne pas expliquer ton silence. Ne pas te sentir coupable d'exister en dehors du regard de l'autre. C'est ça, poser des frontières mentales. Pas pour punir, mais pour vivre. Car ce que le manipulateur redoute le plus, ce n'est pas ta colère, c'est ton détachement. Et ce détachement commence par une décision, celle de ne plus être disponible à ce qui te détruit. La troisième technique de libération mentale consiste à nommer ce que tu vis avec des mots clairs. Tant que tu utilises un langage flou pour décrire ce que tu traverses, tu donnes au manipulateur un terrain idéal pour continuer à distordre ta réalité. Tu dis « c'est compliqué, je suis fatigué, je me sens un peu perdu ». Mais en réalité, tu es manipulé, culpabilisé, épuisé par une emprise.
Le fait de ne pas nommer les choses te rend complice involontaire du brouillard qu'on t'impose. Alors tu dois faire un acte de lucidité brutale, appeler un mensonge, un abus, une manipulation, Et tu dois le dire, d'abord à toi-même. Pas besoin de hurler à l'injustice, ni de convaincre qui que ce soit. Tu le fais pour toi, pour rétablir la clarté. Car la clarté intérieure est la première ligne de défense. Quand tu ne nommes pas, tu t'enfermes dans le doute. Et le doute est l'atmosphère préférée du manipulateur. Il te pousse à t'interroger, à revoir tes perceptions, à croire que tu exagères. Mais quand tu dis « ce qu'il fait est toxique », ce qu'elle dit est destructeur, tu traces une ligne mentale. Tu cesses de chercher des excuses. Tu sors du déni. Et c'est cette sortie qui ouvre la porte de la libération. Tu peux écrire ces mots, les dire à voix haute, les inscrire dans un journal. Ce sont des actes simples mais profonds. Le mot est une lame. Il coupe ce qui te ronge quand tu l'utilises avec conscience. Ne laisse plus ton esprit flotter dans des brumes émotionnelles. Sois radical dans ton langage. Nommer, c'est récupérer ton autorité intérieure. C'est poser un phare dans la nuit du doute. Et ce phare, même si personne d'autre ne le voit, suffira à te guider hors du labyrinthe. Commence aujourd'hui. Dis les choses telles qu'elles sont et observe comme l'obscurité recule. La 4e technique de libération mentale consiste à restaurer ton autonomie émotionnelle. Le manipulateur s'infiltre là où tu attends que l'extérieur te définisse. Ton humeur, ta confiance, ton estime. Il te pousse à croire que tu es joyeux s'il est présent, triste s'il se retire, digne s'il t'approuve. Mais ce système te rend dépendant. Tu deviens une marionnette affective, suspendue à chaque mouvement de l'autre. Ce que tu dois reconstruire, c'est ton noyau, ce centre émotionnel qui ne vacille pas selon les gestes d'autrui. Et cela commence par une observation froide. Repère à quel moment tu t'effondres. Est-ce quand on t'ignore, quand on ne te répond pas, quand on ne te valorise pas? Ces instants révèlent les zones de ton esprit encore contrôlées par l'extérieur. Et ce sont ces zones que tu dois reprendre. Comment? En te donnant toi-même ce que tu attends. Si tu veux être validé, affirme-toi. Si tu veux être écouté, écris-toi. Si tu veux être aimé, nourris-toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une révolution. Car l'être autonome n'est pas celui qui n'a besoin de personne. C'est celui qui choisit de ne pas être détruit par l'absence de l'autre. Tu peux aimer, donner, partager, sans te perdre. L'autonomie émotionnelle est un muscle. Tu l'exerces en prenant soin de toi, en tenant tes limites, en t'offrant ce que tu réclamais. Et un jour, tu te réveilles, libre. Tu ne paniques plus face au silence. Tu ne cours plus après les regards. Tu existes même sans miroir. Et c'est là que la manipulation cesse. Car il ne peut plus t'atteindre. Il ne tient plus les ficelles. Tu es revenu au centre. Et ce centre, personne ne peut te l'arracher. La 5e technique de libération mentale consiste à refuser l'ultimatum affectif. Le manipulateur adore les dilemmes. Il te met face à des choix impossibles. Lui ou ta liberté, sa paix ou ta vérité. La relation ou ton intégrité. Il crée des scénarios où quoi que tu fasses, tu perds. Et toi, tu choisis le moins douloureux. Tu acceptes de te taire, de te plier, de renoncer. Parce que tu crois que l'autre te quittera si tu t'affirmes. Mais ce genre de choix est une illusion. Une prison déguisée en compromis. Tu dois comprendre que tout ultimatum affectif est une forme de chantage. Et tout chantage est un aveu de faiblesse déguisé en autorité. Tu n'as pas à choisir entre ton respect et leur amour. Tu n'as pas à sacrifier ta voix pour conserver leur présence. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il ne t'impose pas un choix. Il t'accueille tel que tu es. Il cherche à comprendre, pas à contrôler. Alors la technique ici est simple. Refuse. Ne te justifie pas. Ne négocie pas. Dis non. Et tiens ce non. Même si c'est inconfortable. Même si tu trembles. Même si l'autre menace de partir. Car s'il part à cause de ça, il ne t'aimait pas. Il te possédait. Ce refus est une clé. Elle ouvre une porte, celle de ta dignité retrouvée. C'est un acte de guerre intérieure. Et celui ou celle qui ose dire « Je ne choisis pas entre moi et toi, je me choisis, et si tu m'aimes, tu comprendras ».
entre dans une paix que plus personne ne pourra lui arracher. La 6e technique de libération mentale consiste à désactiver la récompense émotionnelle. Le manipulateur ne fonctionne que parce qu'il t'offre, à intervalles irréguliers, une récompense, un compliment, une attention, un geste tendre, une promesse. C'est rare, mais puissant. Et ton esprit, affamé, s'y accroche. Tu vis dans l'attente de ce moment. Tu justifies tout pour l'obtenir à nouveau. Tu te dis que c'est la preuve qu'il peut changer, que tout n'est pas perdu, qu'il y a encore de l'espoir. Mais ce n'est pas de l'espoir, c'est du conditionnement. Une forme de dressage émotionnel qui te rend dépendant. Et tant que cette récompense te touche, il aura du pouvoir sur toi. Alors, tu dois la désactiver. Comment ? En la regardant autrement. Ce compliment que tu attendais n'est pas sincère. Il est stratégique. Ce message doux n'est pas une marque d'amour, c'est une relance. Ce geste tendre n'est pas une réparation, c'est un hameçon. Plus tu comprends cela, plus tu te détaches. Tu ne réagis plus. Tu accueilles sans absorber. Tu observes sans t'attacher. Tu vois l'offre, mais tu ne mords plus. Et c'est dans ce refus intérieur que naît ta vraie puissance. Car le manipulateur ne sait pas gérer le vide. Il se nourrit de ton besoin. Si ce besoin disparaît, il se désarme. Il devient confus, instable, inutile. Et toi, tu redeviens libre. Désactiver la récompense, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir lucide. C'est voir l'appât dans le sucre, la chaîne dans le sourire. Tu peux aimer, pardonner, même rester en contact, mais sans t'attacher à ces miettes. Car un amour qui te fait mendier une caresse, qui t'oblige à mériter un regard, n'est pas de l'amour. C'est une drogue. Et tu n'es plus un esclave chimique. Tu es un être conscient. Chaque fois que tu refuses d'être ému par un leurre, tu reprends du terrain. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu verras le manipulateur tenter de te séduire. Et tu ne ressentiras plus rien. Ce jour-là, tu sauras que tu es libre. La 7e technique de libération mentale consiste à créer un sanctuaire intérieur non négociable. Il te faut un lieu mental, sacré, inaccessible, que personne ne peut atteindre ni souiller. Car le manipulateur ne pénètre pas seulement ta vie. Il pénètre ton esprit. Il occupe tes pensées, il vit dans ta mémoire. Il parasite tes nuits. Il est là même quand il n'est pas là. Et ce parasitage ne s'arrête que si tu poses un espace en toi qu'il ne pourra jamais franchir. Ce sanctuaire, tu le construis par la répétition, par la méditation, la prière, le silence, l'écriture, l'auto-rappel. Tu le nourris chaque jour par une parole intérieure puissante, un rituel qui affirme ta dignité, un moment où tu redeviens maître de toi. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconquête. C'est l'affirmation d'un territoire où l'autre ne décide plus de ce que tu penses, ressens, crois. Ce sanctuaire peut être symbolique, une image, un mot, une phrase que tu portes en toi. Il peut être physique, un lieu que tu choisis pour te reconnecter à toi-même. Mais surtout, il est inviolable. Personne n'a le droit d'y entrer sans ton accord. C'est ton trône intérieur. Et tant que tu ne l'as pas érigé, tu es vulnérable, car le monde extérieur est instable, agressif, manipulateur. Il te faut un refuge, pas pour t'y cacher, mais pour y puiser ta force. Le manipulateur ne peut rien contre quelqu'un qui se tient debout dans son sanctuaire. Il peut parler, séduire, critiquer. Il frappe dans le vide, car tu n'es plus là où il t'attendait. Tu es ailleurs, centré, aligné, protégé. Et ce lieu, même si tu n'y passes qu'une minute par jour, deviendra ta forteresse. Ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Construis-le, dès aujourd'hui. Car tout ce que tu vis, tout ce que tu affrontes, tout ce que tu reconstruis, commence là, dans ce lieu sacré que personne ne pourra jamais manipuler. Tu as vu les tactiques, tu as reconnu les blessures, tu as compris les origines, et surtout, tu as reçu les armes. Maintenant, il n'est plus question d'excuses, plus question d'attendre que l'autre change, plus question de nourrir l'espoir qu'un jour, à force d'amour, à force de silence, à force de patience, l'emprise se transformera en lumière. Non. Ce monde ne récompense pas ceux qui se sacrifient pour être aimés. Il observe, il teste, il exploite ceux qui n'ont pas appris à se tenir debout sans autorisation. Et les manipulateurs, eux, ne viennent pas pour te guérir.
Ils viennent pour occuper les zones en toi que tu n'as pas encore revendiquées. Ils ne font que révéler là où tu n'es pas encore libre. Ce que tu appelles relation toxique est souvent le reflet d'un vide que tu n'as pas rempli. Et ce vide, tant qu'il existe, attire les stratèges de la domination affective. Mais maintenant, tu sais, et cette connaissance te rend responsable. Pas coupable, responsable. Car la libération ne viendra pas d'une rupture spectaculaire, ni d'une explication parfaite. Elle viendra du moment exact où tu cesseras de vouloir être compris, du moment où tu cesseras de te justifier, du moment où tu décideras, sans bruit, de ne plus être disponible pour ceux qui t'abîment. Tu ne leur dois rien. Pas ta présence, pas ton énergie, pas ton pardon. Tu ne leur dois même pas ton adieu. Tu te le dois à toi-même. C'est cela, la vraie délivrance. Non pas un cri de guerre, mais un silence souverain. Et si un jour le manipulateur revient, te sourit, joue la victime ou te tend la main, tu ne ressentiras plus rien. Parce que ce n'est plus une part de toi qu'il touche, ce n'est plus un besoin qu'il exploite, c'est un passé que tu as quitté, et ce passé, tu ne veux plus jamais y retourner. Alors, souviens-toi de ceci. Celui qui te fait douter de ta valeur te vole plus que ton énergie. Il t'arrache à ta vérité. Reviens à toi, redeviens ton propre repère, et regarde-les tomber, non pas parce que tu les as détruits, mais parce que tu as arrêté de les nourrir. C'est ainsi qu'on écrase un manipulateur, sans bruit, sans haine, sans retour, juste en marchant vers sa propre liberté, sans plus jamais se retourner.